Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Enquête d'intérêt général, émission politique mensuelle enregistrée dans les conditions du direct, avec donc Radio EMS et en partenariat avec le hebdomadaire Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités pour débattre avec nos journalistes et nos chroniqueurs des sujets d'actualité ou des thématiques. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Vera Nikolski, ça commence bien, et Nicolas Pichoff. Donc Vera a écrit Féminicène, et tous les deux vous avez écrit Les Amazones n'existent pas, ce qui est un drame pour moi, d'ailleurs je vous le dis tout de suite. Donc ils ont le mérite de se plier à l'exercice. Je suis accompagné dans cette émission avec des gens que vous connaissez bien régulièrement, puisque Bernard Tepper est toujours là, donc je le présente plus parce qu'il est présenté à chaque émission, et Frédéric Pierruc, nous allons exploiter volontairement aujourd'hui. Donc on va juste vous demander de vous présenter rapidement en tant qu'auteur et chercheur. Enfin, vous verrez, c'est vous qui vous présentez. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc Vera Nikolski, alors j'ai une formation en sciences sociales, je suis restée 10 ans dans le monde académique, en sciences politiques, en sociologie politique. Et actuellement, je travaille dans la fonction publique parlementaire. Je suis effectivement auteur de Féminicène, qui est paru en 2023, et donc de ce deuxième livre coécrit avec Nicolas Pichoff. Bonjour, donc moi je suis Nicolas Pichoff, donc c'est mon premier livre dans ce domaine. Je suis ingénieur, chercheur, je travaille au commissariat à l'énergie atomique, et puis on va vous expliquer la genèse de ce livre ensemble. Oui, et ma contribution particulière. On va y revenir largement, donc on commence toujours par la chronique. Eh bien Frédéric, ça va être à toi. Bien, merci Philippe. Alors le féminisme, depuis MeToo, fait beaucoup parler de lui avec force scandales et affaires judiciaires, mais aussi avec les sorties d'une Sandrine Rousseau ou d'une Alice Coffin, dont l'écho est parfois retentissant. Souvenez-vous du barbecue écocidaire, prisé par des hommes carnivores et décidément carnivores. Il est aussi le sujet d'un genre éditorial en plein essor. Il suffit de rentrer et de pousser la porte d'une librairie de taille moyenne pour voir un étal entièrement consacré au sujet du féminisme. Bref, le féminisme a le vent en poupe. Pro et anti-néo-féministes s'affrontent sur les plateaux de télévision ou par livres et tribunes interposées. J'ai avec moi d'ailleurs le dernier ouvrage d'Elsa Dec-Marceau intitulé La violence en spectacle, dans lequel l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas trop comment on dit, dénonce, je la cite, les apories d'un féminisme toujours plus punitif et carcéral, en plus d'être victimaire. Précision, l'auteur que j'ai interrogé d'ailleurs se revendique comme Gwyn et queer. Autant dire que les critiques fusent aussi à l'intérieur du mouvement ou de la nébuleuse féministe. Partant, le féminisme est devenu un sujet très idéologisé et politique, un objet de polémique où s'entremêlent des arguments très peu scientifiques, parfois même farfelus et souvent militants. Ceux qui essaient de remettre un peu de raison et de fait dans le débat ne sont pas légion. La distinction du savant et du politique, cher à Max Weber, semble de plus en plus brouillée. Et on a l'impression que les débats sont guidés par le plus radical que moi tu meurs, et on flirte parfois avec la misandrie plus ou moins assumée. Certaines même parlent d'épistémologie féministe. Vous nous direz ce que vous en pensez. À l'inverse, on peut citer le livre d'Emmanuel Todd intitulé Où en sont-elles, paru en 2022, et celui de nos invités du jour, Vera Nikolski, Féminicène, qui est paru en 2023, qui, vu de ma fenêtre, avait été bien mieux reçu car son auteur était une femme. Alors que le livre d'Emmanuel Todd, lui, avait été plutôt mal reçu. Elle nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir, accompagnée de son co-auteur, docteur en physique et ingénieur, comme il vient de le dire, Nicolas Pichoff, pour leur dernier livre, Pourquoi les Amazones n'existent pas, qui vient de sortir chez Fayard. Une docteure en sciences sociales issue de l'école normale supérieure d'Ulm et haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale d'un côté, un physicien et ingénieur, comme Bernard d'ailleurs, de l'autre, pas de doute, notre discussion va prendre pied sur un terrain solide, pas militant, celui des faits et des modélisations. D'ailleurs, votre visée scientifique est clairement affichée dans l'ouvrage, puisque vous écrivez, page 306, contre la tendance à célébrer la science engagée, nous pensons que la science ne doit pas avoir d'adjectif axiologique. Quelle que soit la sympathie ou l'aversion que nous pouvons avoir pour l'une ou l'autre de ces idées politiques, une théorie scientifique ne saurait être que vraie ou fausse, robuste ou fragile, étayée ou spéculative.
Votre angle d'attaque est donc d'abord scientifique, anthropologique, même s'il croise énormément de disciplines, on va en parler, avant d'en tirer une ou des lois, puis à la fin des fins, et avec une prudence qui vous honore, des enseignements politiques pour les temps présents et ceux qui vont venir. Tout d'abord, un immense merci d'être parmi nous pour une émission que vous pourrez écouter le 1er juin, mais aussi réécouter le podcast sur le site de Respublica. Bien, on va te laisser souffler 2 minutes, Frédéric, puisque c'est toi qui enchaînes avec les questions. Ça va aller, Philippe. Bon, je m'inquiétais un petit peu. Alors, ma question, c'est ma curiosité quand j'ai reçu l'ouvrage, c'est comment s'est formé ce tandem, a priori surprenant, d'une docteure en sciences sociales, certes avec un solide bagage scientifique, et d'un ingénieur pour étudier les inégalités hommes-femmes à l'aube de l'humanité. Alors, si vous permettez, je vais commencer. En fait, ce livre est issu d'une motivation qui a démarré à peu près il y a 15 ans, qui est issue des débats publics dans lesquels on entendait parler du genre. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler du genre. J'avais toujours considéré qu'on devait considérer hommes et femmes en tant que sexe. Et suite à tous ces débats, on m'avait appris que le genre était une construction 100% sociale et qu'elle était complètement décorrélée du sexe. Et ça m'a un peu surpris, vu l'extrême régularité des genres dans les différentes civilisations, et par rapport à ce que j'observais, etc. Et la corrélation assez importante, de plus de 99%, entre deux quantités qui seraient indépendantes. Donc, suite à ça, j'ai essayé de réfléchir un petit peu quelle pouvait être la liaison, qu'est-ce qui pouvait faire le lien entre le sexe et le genre. Alors, je vais juste définir, pour moi, le sexe, c'est dans le sens reproductif, et le genre dans le sens du rôle dans la société. Donc je m'étais posé cette question-là, et donc ce que je connaissais, c'était la sélection naturelle. Donc je me suis dit peut-être qu'à travers la sélection naturelle, on peut trouver un lien entre le rôle des femmes et des hommes dans la société et leur rôle, donc des mâles et des femelles, dans la reproduction. Donc j'avais développé un certain nombre de modèles, qui sont développés et qui sont expliqués dans le livre. Et puis j'étais assez conscient de mon inculture. Et donc, je me suis dit qu'il serait bien que je discute avec des gens compétents. Et donc, j'en ai cherché. Et donc, je vais peut-être l'avouer maintenant à Vera, j'en ai cherché même d'autres qu'elle. Mais c'est la seule qui a été... Alors, déjà, je me suis rapproché de Vera parce que j'ai lu son premier livre, donc que j'ai trouvé formidable. Donc, je lui ai envoyé mes quelques écrits, plein d'équations, de simulations, etc. Et en fait, c'est la seule qui a été en mesure d'y apporter un intérêt. Donc j'ai eu la chance qu'elle est issue d'une famille scientifique et donc n'était pas allergique à ces éléments de langage. Donc on a pu échanger tous les deux, et finalement ça a donné lieu à des échanges très très intéressants, très constructifs, et donc à la production du livre. Oui, en effet, c'est effectivement l'histoire qu'on raconte dans l'introduction, parce qu'on explique d'où vient cet objet, cet ovni, comme on dit, un objet un peu étrange, la rencontre de compétences très hétérogènes. En effet, moi j'avais écrit le livre Féminicène, je l'avais publié en 2023, le livre qui est consacré au processus d'émancipation des femmes, qui met en avant des facteurs matériels, on va y revenir dans cette émancipation. Et je me suis rendu compte, en donnant des interviews, en enregistrant des entretiens en ligne, en observant les réactions à ces interventions, que le gros des critiques portait, quand il y en avait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de commentaires sympathiques, mais le gros des critiques portait sur cette période très longue de l'histoire de l'humanité, qu'est la préhistoire, durant laquelle on m'objectait que les femmes auraient été beaucoup plus libres que par la suite, et que la préhistoire aurait été un moment de puissance féminine, avec notamment des femmes qui auraient participé à la chasse à l'égal des hommes. Donc c'était souvent mis en avant. Et c'est vrai que quand Nicolas m'a envoyé ces considérations, qui portaient beaucoup sur cette question de la division sexuelle du travail à la préhistoire, qui faisait quoi, que faisaient les hommes, que faisaient les femmes, je me suis dit que c'était une occasion d'explorer cette question, de la creuser, et donc de voir ce qu'il en était, ce que nous, on pouvait en dire de spécifique par rapport aux connaissances qui existent déjà. Alors, s'il y avait autant de commentaires, on y reviendra, je pense, aussi par la suite, c'est parce que cette question, aujourd'hui, fait l'objet d'un grand intérêt de la part des milieux féministes, et notamment de la fraction savante du féminisme, donc l'anthropologie féministe, l'archéologie féministe, qui explore plusieurs pistes, mais l'une de ces pistes, qui est la plus en vogue probablement aujourd'hui, qui a le plus le vent en poupe, peut-être, dans ce milieu, est effectivement celle
d'une certaine interchangeabilité des genres durant la préhistoire et de la préhistoire en tant que moment de puissance, de pouvoir féminin, en tout cas d'égalité. Et qui s'inscrit résolument contre la vision de cette division du travail entre les hommes qui chassent et les femmes qui ne chassent pas, qui cueillent et qui s'occupent d'autres travaux. Et donc c'est pourquoi son raisonnement m'a intéressé. Effectivement, j'ai la chance de ne pas être allergique aux chiffres, même si je ne prétends pas être une spécialiste, bien sûr, en mathématiques. Donc j'ai pu comprendre ces modélisations qui m'ont semblé intéressantes et c'est sur cette base-là qu'on s'est mis à travailler ensemble. Alors Vera, lors de l'entretien que vous nous aviez gentiment accordé, vous aviez dit que votre livre Féminicène avait été écrit en réaction au nouvel esprit du féminisme. Bon, il y a un clin d'œil académique, hein, le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiapello. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi et pourquoi, en fait, vous avez décidé, en quelque sorte, de publier 2 ouvrages en l'espace de 2 ans, enfin, sur le sujet? En effet, j'utilise ce concept, comme vous dites, un petit clin d'œil scientifique académique au nouvel esprit du capitalisme, pour dégager ce qui me semblait être les traits distinctifs des mouvements féministes depuis quelques dizaines d'années. On m'objecte parfois que le féminisme est très divers, ce qui est réel. Il y a beaucoup de tendances, beaucoup de courants qui sont pas forcément d'accord entre eux, etc. Je ne le nie pas du tout, mais il me semble qu'on peut, un peu à la manière weberienne, de dégager quelques traits saillants qui caractérisent un peu le gros du mouvement, des choses qui le caractérisent en propre et qui permettent de parler d'un véritable esprit qui unifie quand même pas mal de choses dans ce milieu. Donc ce nouvel esprit du féminisme qui me semble s'opposer aux vagues précédentes, notamment la deuxième vague féministe d'après Seconde Guerre mondiale, qui était plus universaliste et davantage rationaliste probablement, et qui se base beaucoup sur l'émotionnel, qui cherche beaucoup de torts. Il y a une petite tendance victimaire. Et effectivement, il y a dans ce nouvel esprit du féminisme un aspect résolument anti-scientifique ou anti-rationnel, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, qui consiste à nier complètement le rôle, l'existence même parfois des éléments matériels, objectivables et objectifs, qui concernent les sexes biologiques. Donc, partie d'une question tout à fait légitime d'interroger les rôles sociaux que jouent les hommes et les femmes dans différentes cultures, dans différentes sociétés, ces nouveaux courants féministes en viennent à nier l'existence même de quelconque différence biologique entre les hommes et les femmes et de quelconque rôle que pourraient jouer ces différences dans le destin des individus. Alors, voilà, dans Féminicène, comme dans Pourquoi les Amazones n'existent pas, dans ces 2 livres, moi-même et nous deux, nous nous inscrivons résolument en faux contre cette idée. Il nous semble que la matière existe, la matérialité existe, la physicalité existe, et que les particularités biologiques des sexes font partie des éléments matériels, des conditions matérielles d'existence des hommes et des femmes, qui déterminent un certain nombre de contraintes auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nos ancêtres, qui vivaient dans des conditions par ailleurs matérielles très différentes des nôtres, étaient également confrontés et qui limitaient de fait les options d'organisation sociale ou d'action individuelle qui s'offraient à eux. Donc c'est à ces contraintes que nous avons voulu nous intéresser, non pas dans une perspective déterministe à 100%, mais plutôt dans une perspective, on va dire, hegelienne, pour citer un grand philosophe. C'est même une exergue du Féminicène, Hegel, qui dit la liberté n'est pas dans une indépendance rêvée par rapport à l'égard des lois de la nature, mais dans leur connaissance précise, et donc dans la possibilité donnée par la même de les mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées. Donc l'idée qu'il faut comprendre ces contraintes pour pouvoir les dépasser. C'est pas du tout une perspective naturaliste qui cherche à justifier des inégalités, par exemple. C'est au contraire une perspective de compréhension en vue d'un dépassement. Donc c'est la contestation du fait que tout serait construit culturellement, socialement. Oui, tout à fait. Beaucoup de choses sont construites. La société, les relations sociales ne sont pas des relations matérielles. Il y a une réalité sociale propre. Néanmoins, ces constructions sociales, cette réalité sociale, se construit, se fait à l'intérieur d'un périmètre de possibilités qui est fixé par des contraintes matérielles. C'est ça. Nicolas, peut-être, envie d'ajouter quelque chose? Juste pour compléter là-dessus, j'ai tendance à dire, enfin, j'ai l'habitude de dire que si les portes font 2 mètres à peu près, c'est un choix
de société, mais elle est forcément liée à notre taille moyenne. Donc on peut imaginer, effectivement, on pourrait regarder en disant, c'est inscrit quelque part dans les différents documents de l'Union européenne que les portes doivent être normalisées à telle taille. En fait, si elles font pas 1,2 m ou 25 mètres, c'est aussi parce que notre taille contraignent en fait ces règles. Et donc, mon point de vue, c'est que beaucoup des règles sont contraintes simplement par le matérialisme, la réalité. Parce que les sciences sociales ont peur maintenant de parler de biologie, parce que vous mobilisez énormément de disciplines, et la sociologie s'est construite, au moins en France, contre l'idée que la biologie importerait, les contraintes matérielles importeraient, etc. Et donc, c'est en cela qu'il est matérialiste. Oui, tout à fait. La sociologie s'est construite en opposition aux autres disciplines, dans la volonté de se constituer en tant que science indépendante, donc en affirmant l'existence de phénomènes sociaux sui generis, c'est-à-dire en soi à part entière, qui ne dépendraient pas des phénomènes psychologiques, des phénomènes biologiques, etc., qui seraient propres, voilà, des phénomènes sociaux en tant que tels. Alors, c'était l'ambition initiale de la sociologie. C'est souvent le désir ou le besoin des sciences naissantes de se distinguer des autres disciplines en fixant leurs propres critères, mais c'est peut-être aller un petit peu loin, parce que l'être humain ne peut pas être coupé en morceaux, en silos, en tranches, où une tranche serait totalement biologique, une autre tranche serait totalement sociale, une autre tranche complètement psychologique. Toutes ces tranches, entre guillemets, sont évidemment liées entre elles. Donc, une fois qu'on dépasse le traumatisme qui a aussi résulté au niveau politique des tentatives, d'abord de la vieille tentative de justifier des inégalités par le biologique, n'est-ce pas, l'utilisation idéologique de ces arguments naturalistes, et puis aussi des tentatives propres au XXe siècle d'utiliser la biologie, par exemple, pour justifier certaines politiques sociales, y compris criminelles, l'eugénisme, etc. Eh bien, une fois on comprend ça, on peut essayer d'instaurer un dialogue plus raisonné, plus raisonnable entre disciplines, où elles dialoguent, où elles se parlent entre elles, et où les différents éléments sont utilisés ensemble en vue de faire progresser la compréhension. À ce sujet, d'ailleurs, je recommande vivement la lecture du livre de Bernard Lahire, les structures fondamentales des sociétés humaines, où on voit effectivement le caractère heuristique du croisement des disciplines et d'abattre les murs entre elles pour obtenir des résultats probants et souvent nouveaux, plutôt que de répéter des mantras qu'on a tendance à entendre en boucle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi, finalement, vous dites les Amazones sont un mythe qui a circulé dans de nombreuses sociétés, y compris la nôtre, mais avec un changement de polarité. Aujourd'hui, on célèbre les femmes puissantes. À l'époque, on peut dire que le mythe des Amazones était plutôt péjoratif. Oui, alors j'ai dit au tout début, en répondant à la première question, que mon livre Féminicène s'intéressait au processus d'émancipation des femmes qui démarre à peu près au moment de la révolution industrielle. Et pour comprendre ce qui a changé dans les conditions matérielles d'existence, dans notre environnement global, pour que ce changement puisse être possible, je m'intéresse à la période antérieure, à qu'est-ce qui caractérisait les sociétés antérieures à cette révolution industrielle, c'est-à-dire à l'un des grands invariants, peut-être à l'invariant principal qui a caractérisé ces sociétés, celui d'une asymétrie entre les sexes, entre les hommes et les femmes, avec une valorisation supérieure du sexe masculin sur le sexe féminin. On peut lire Françoise Héritier et puis des tas d'anthropologues qui évoquent cet invariant. Et cette asymétrie, cette séparation aussi ontologique très forte entre les sexes, où ils sont considérés comme différents par essence. Il y a des travaux d'hommes, il y a des travaux de femmes, des choses qui sont propres aux hommes, des choses qui sont propres aux femmes.
toutes ces choses qui tendent à beaucoup s'effacer aujourd'hui, malgré quelques vestiges. Eh bien, pour expliquer cet invariant, en général, on remonte à la préhistoire, à la période très très longue où l'humanité a vécu sous un régime matériel très similaire, toute la période, par exemple, du Paléolithique, où nous avons tous vécu dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, enfin nos ancêtres, bien sûr, pas nous directement, et qui était caractérisée par la division sexuelle du travail, avec les hommes qui, en majorité, chassaient, et les femmes qui se consacraient davantage à d'autres types d'activités. Et alors, effectivement, c'est cet invariant, ce consensus scientifique qui est aujourd'hui beaucoup attaqué par notamment les anthropologues féministes qui essaient de remettre en cause cet invariant, de dire ce n'est pas vrai. À la préhistoire, cette division du travail n'a pas forcément existé, elle n'a pas été rigide, etc. Dans une visée humaniste, somme toute, celle de démontrer que la domination masculine qui en a résulté peut-être dans l'histoire de l'humanité, n'est pas une fatalité, et qu'on peut trouver des exemples où cela n'a pas été le cas dans l'histoire humaine, ce qui justifierait les mouvements d'émancipation ultérieurs. Bon, donc c'est dans ce désir, ce projet de montrer que la division sexuelle du travail n'a pas forcément toujours existé, l'anthropologie féministe s'appuie sur un imaginaire qui est en fait très ancien et qui mobilise notamment des mythes. Les mythes qui s'attachent à prouver l'existence, qui mettent en scène, qui racontent des récits concernant le matriarcat primitif. Donc c'est cette période très ancienne où notre humanité aurait vécu sous un régime différent, soit complètement inversé, où les femmes auraient dominé les hommes, soit qui aurait été le règne d'une certaine égalité. Alors, ce sont effectivement des mythes très anciens, comme vous le dites. On le rencontre dans de nombreuses sociétés archaïques, dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été observées par des ethnographes. Et il y a aujourd'hui des travaux de mythologie comparée qui sont extrêmement stimulants, de Julien Duy notamment et Jean-Luc Lequelec, qui tendent à montrer qu'il s'agit sans doute de mythes parmi les plus anciens de l'humanité, c'est-à-dire qui certainement remontent à la période d'avant la dispersion de l'Afrique et pour ensuite être dispersés aux quatre coins du globe, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on les retrouve un peu partout. Alors, les mythes existent, mais est-ce qu'on peut en faire une preuve de l'existence de ce matriarcat primitif ou de forme égalitaire de coexistence? Alors, c'est très douteux parce que si on s'intéresse à des mythes en général, il y a des tas de mythes, c'est très facile de voir qu'en général, je sais pas, le mythe comme quoi c'est un canard primitif, un plongeon qui a, en recrachant du limon, a créé tous les continents, personne ne songe à en faire évidemment une preuve qui s'opposerait à la dérive des continents. Mais pour le matriarcat primitif, c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose qui est considéré comme sérieux. Ça remonte à Bachoven au 19e siècle, qui en a fait une thèse, et puis les premiers anthropologues aussi. Et de là, cette idée est passée chez les féministes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, ce mythe est plutôt un mythe misogyne. Ce n'est pas un mythe de puissance féminine, c'est plutôt un mythe d'explication de l'ordre social, ce qu'on appelle un mythe sociogonique. C'est Jean-Luc Lequelec qui utilise ce terme, qui explique comment notre société est advenue, pourquoi le monde social est tel qu'il est, pourquoi les hommes dominent les femmes. Et l'explication est simple. Jadis, il y a très très longtemps, les femmes dominaient les hommes, mais elles le faisaient très très mal. Donc tout marchait extrêmement mal, c'était le règne du chaos, de la violence, etc. Et heureusement, les hommes ont renversé ce matriarcat et ont instauré le patriarcat qui a tout mis sur le chemin de la civilisation. Et alors ce mythe change de polarité au 19e siècle quand il est récupéré par le mouvement d'abord Engels, etc., les mouvements socialistes naissants, et ensuite par les féministes qui en font au contraire un mythe de progrès. Alors nous, on pense qu'il n'y a pas besoin de se fonder sur des mythes, ni pour des raisonnements scientifiques, ni pour des raisonnements politiques, c'est plutôt contre-productif. Nicolas, vous pensez quoi justement de ces mythes? Qu'est-ce qu'un ingénieur a à dire sur la circulation des mythes, l'apparition des mythes parmi les plus anciens des sociétés Un ingénieur, il n'y connaît pas grand-chose sur ce sujet. Ouais. Donc j'ai appris beaucoup de choses en fait auprès de Vera. Moi, ce que je pourrais rajouter éventuellement, c'est le fait même qu'il y ait l'existence de ces mythes est peut-être aussi une preuve qu'il y a toujours eu une revendication finalement féminine et que ces mythes auraient pu être mis en opposition
Et que si maintenant les revendications marchent, c'est peut-être parce qu'on a des conditions matérielles qui le permettent, mais qu'à d'autres époques, peut-être qu'elles existaient toujours. J'imagine pas que les individus, quels qu'ils soient, même il y a 40 000 ans, n'aient pas de volonté de pouvoir s'émanciper, d'avoir de l'autonomie à certains moments. Et finalement, j'imagine que ces mythes l'utilité de ces mythes a peut-être été justement d'être toujours en opposition à des revendications, que maintenant, tant mieux si on se rend compte que ce sont des mythes et qu'il faut les passer outre. Et puis ensuite, nous, dans notre démarche, on n'est vraiment pas naturaliste, donc on considère de toute manière que ces mythes existent ou pas, que la réalité qui est 100 000 ans, les femmes est dominée ou pas, ça ne change rien sur les conditions de maintenant et le fait que ça ne légitime pas, plus que ça ne délégitime le fait que maintenant on est dans une situation qui permet l'émancipation des femmes et de tout le monde, enfin, du plus grand nombre en tout cas. Il y a dans votre livre une référence, je crois, c'est Priscille Touraille. J'avoue que ça m'avait fait rire quand j'avais entendu pour la première fois ces conclusions. Alors je les répète pour nos auditeurs, c'est qu'il y aurait eu un conclave masculin qui aurait dit c'est nous qui chassons, on garde la viande, et ça expliquerait le dysmorphisme sexuel, la morphologie des hommes serait plus robuste que celle des femmes. Moi, ça a été une de mes motivations, je dirais, au départ, cette thèse, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, qui reposait vraiment sur le fait qu'il y aurait une opposition entre hommes et femmes. Moi, personnellement, j'ai pas de doute sur le fait que les hommes aient finalement probablement mangé plus de viande. C'est sans doute ce qui explique les hommes soient plus forts. La question, c'est est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé de contraindre, et c'était surtout l'idée qui était derrière, ou est-ce que c'est parce que les conditions ont fait ou les besoins aussi, parce que quand on est appelé à faire des travaux de force, on a besoin de plus de nourriture, et ça existe encore maintenant, hein, les bodybuilders mangent plus. Donc le fait même qu'on puisse prouver que les hommes finalement aient consommé plus de viande en moyenne que les femmes n'est pas forcément une preuve de domination, de volonté de dominer ou d'avoir la mainmise sur le sexe opposé. Notre principe de base, notre idée de base, c'est plutôt de partir du fait qu'il y a une collaboration entre hommes et femmes tout au long de l'existence de l'humanité, et que sans cette collaboration, de toute façon, l'humanité aurait disparu. Oui. Et donc c'est à travers plutôt ce prisme-là que l'on a essayé de regarder les résultats de notre étude. Vera, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste faire remarquer que il y a des travaux qui montrent des différences alimentaires entre les hommes et les femmes, notamment à partir du néolithique. Il y en a très peu durant le paléolithique, c'est plutôt égalitaire du point de vue alimentaire. Au néolithique, il y en a davantage, mais effectivement, on ne peut pas en conclure grand-chose quant aux motivations et aux mécanismes qui déterminent cette différence. Et en particulier, il n'y a vraiment rien qui indique qu'il y ait eu une tentative concertée ou un mécanisme qui, partout sur la planète, aurait poussé les hommes dans le cadre d'une volonté de domination de priver les femmes de viande. Déjà, ça supposerait une coordination qui n'existait pas, et c'est des hypothèses très fortes qui demanderaient beaucoup de preuves pour être démontrées. Oui, on est encore dans les mythes. Eh bien, on va quand même faire une petite pause musicale, donc choisie par Vera, et puis on reprend juste après. Radio Ems. Radio Ems.
Radio Ems. Radio Ems. Oui, donc on va reprendre. Donc Frédéric, c'est à toi. Alors on va en venir au cœur de l'ouvrage, qui est les inégalités hommes-femmes et la division, parce que le patriarcat est un phénomène universel qui remonte aux origines de notre espèce. Et vous insistez, c'est le cœur du livre, sur la division sexuelle des risques. Alors, Nicolas ou Vera, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, parce que ce livre est facile à lire, j'insiste, hein, toutes les modélisations sont en annexe, donc que les lecteurs ne prennent pas peur, surtout pas. Voilà, donc la division sexuelle des risques. Alors, ouais, donc le thème du risque n'est pas vraiment le patriarcat en soi, c'est-à-dire la domination, mais plutôt la répartition des rôles. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Et on a mis... Alors, en fait, on part du constat simplement que toute vie, quelle qu'elle soit, doit prendre des risques pour se nourrir. Et donc, c'est le cas aussi des êtres humains. Et donc, on s'est posé la question, comment les humains, finalement, décidaient de se répartir les risques, surtout à partir d'une analyse de la société actuelle, où on voit déjà que dans la société actuelle, encore, il y a des répartitions de risques qui sont un petit peu genrées. Donc, on est parti là-dessus. On est parti du fait que, dans la reproduction, finalement, les femmes ont un rôle beaucoup plus important que les hommes. C'est-à-dire que si vous prenez un groupe de... Alors, l'exemple classique que l'on donne, c'est si vous avez un groupe de 40 personnes, 20 hommes, 20 femmes, qui perd 19 femmes ou qui perdent 19 hommes, le résultat n'est pas du tout le même. Si vous perdez 19 hommes, l'homme qui reste peut se charger de produire les générations qui suivent. Si vous perdez 19 femmes, vous avez réduit d'un facteur 20 la capacité de reproduction de votre groupe. Donc on est parti de ce phénomène-là. Alors peut-être que c'est arrivé à certaines époques, quand il fallait combattre une tribu adverse, ce genre de caricature, mais plutôt on est parti sur le fait que dans un groupe, il fallait de temps en temps aller chasser, de temps en temps explorer, de temps en temps guerroyer, se défendre. Et donc, ça pouvait représenter, alors finalement ça pouvait représenter qu'un certain pourcentage, pas grand-chose, d'une génération sur l'autre, mais nous, l'intérêt aussi, c'était de regarder l'accumulation à travers les sociétés d'un choix que pourrait faire ce groupe, de soit confier 100% des risques arbitrables aux hommes, ou 100% aux femmes, ou à parité. Et donc le résultat de nos simulations ont été assez clairs sur le fait que si vous confiez les risques aux hommes, même des petites parts de risques, génération après génération, votre groupe va mieux se porter d'un point de vue reproduction que si vous confiez ces risques aux femmes. Donc on en est arrivé au fait que, du fait de le faire, on a regardé où se trouve le risque. Le risque se trouve à l'extérieur du foyer. La définition même du foyer, c'est l'endroit que l'on a sécurisé. Donc on s'est dit, la conséquence, finalement, c'est que ceux qui doivent prendre les risques vont se retrouver à l'extérieur du foyer et ceux qui doivent être protégés à l'intérieur du foyer. Et on retrouve ce que l'on a observé encore il y a quelques siècles, où la femme était confinée à l'intérieur du foyer. Privé. Exactement, et l'homme se trouvait à l'extérieur du foyer où se trouvaient les risques. Vera ? Oui, alors je voudrais peut-être souligner l'originalité de notre démarche par rapport à ce qui existe déjà sur cette question de la division sexuelle du travail. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que l'existence de cet invariant dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, y compris préhistoriques, représente un consensus aujourd'hui dans le milieu des chercheurs en anthropologie, les préhistoriens, les paléoanthropologues. C'est un consensus qui est à la fois fort parce qu'il est il est très largement partagé. Il a été formalisé dans des ouvrages comme Man the Hunter, l'homme chasseur, etc. Mais en même temps, c'est un consensus qu'on peut qualifier de faible. Pourquoi de faible ? Parce que les chercheurs sont très prudents, et ils ont raison de l'être, parce que la préhistoire, étant une période très reculée, les vestiges et les preuves matérielles qu'on peut en conserver aujourd'hui sont très minces. Donc, il y a quelques preuves archéologiques, notamment les marqueurs osseux, etc., qui montrent différentes mobilisations musculaires chez les hommes et les femmes. Il y a quelques vestiges de sites, d'objets, de tombes, de sépultures. Et puis, il y a surtout la comparaison que l'ethnographie apporte avec des sociétés qui ont été observées, où cette division du travail est vraiment omniprésente. Mais néanmoins, il n'y a pas de preuves absolues
concernant la préhistoire. Donc ce sont toujours un peu des propositions un peu prudentes qu'avancent les chercheurs. Et c'est dans cette faille, dans cette fragilité peut-être, dans cette prudence académique que s'engouffrent les critiques qui disent mais finalement on peut tout imaginer, ce n'est pas vraiment prouvé, tout a pu exister, tout a pu être possible, n'est-ce pas, un peu dans l'orientation générale de Graeber et Wengrow au commencement était, enfin, l'humanité aurait pu prendre 1000 chemins différents. Et alors nous, l'originalité, c'est qu'on n'apporte pas de nouvelles preuves archéologiques, on n'apporte pas de nouvelles preuves ethnographiques, on n'est pas allé observer des sociétés de chasseurs-cueilleurs, évidemment. Nous apportons un raisonnement différent qu'on peut qualifier de raisonnement par l'absurde, qui est plutôt un usage dans les sciences dures, en mathématiques notamment. On part de l'hypothèse qu'on prend au sérieux de la chasse féminine. Imaginons des groupes humains qui auraient confié la chasse à des femmes, ou à parité, ou à 20%, 40%, etc. Et explorons les conséquences démographiques grâce à des modélisations sur des générations et des générations que ça aurait produit. Et effectivement, comme l'a dit Nicolas, on se rend compte que ça fragilise de façon très forte ces sociétés dans leur croissance démographique, ce qui, étant donné la fragilité de notre espèce, fragilité démographique de notre espèce à ces périodes reculées, était certainement préjudiciable à des groupes qui se retrouvaient en infériorité par rapport à d'autres qui auraient choisi la répartition du travail traditionnel. Oui, et vous parlez d'un concept très important, c'est l'altricialité secondaire. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs, ou à Vera, si elle veut bien répondre, qui caractérise notre espèce aussi? Oui, effectivement. Pas seulement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette division des risques qui prend racine sur cette dissymétrie des rôles que les deux sexes ont dans la reproduction. Le rôle de l'homme dans la reproduction est très limité. Il se limite à la fécondation, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui n'exige pas beaucoup de dépenses énergétiques et qui ne pèse pas beaucoup sur sa trajectoire biographique, n'est-ce pas ? Pour les femmes, c'est très différent. La femme conçoit l'enfant, la femme le porte pendant 9 mois, elle le met au monde et ensuite elle doit le nourrir, ce qui, dans des sociétés dénuées de la technostructure des nôtres sociétés, eh bien, exige de nombreux mois de présence, de coprésence de la femme avec ses enfants de différents âges. Même si les femmes ne conçoivent pas des enfants tous les ans dans ces sociétés-là, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est plutôt tous les 4 ans, l'intervalle entre les grossesses. Néanmoins, la présence de ces différents enfants et la nécessité de nourrir les plus jeunes, évidemment, augmente l'immobilisation des femmes dans des zones plutôt proches du foyer. Donc ça va dans le même sens que cette répartition des risques. Altricialité secondaire, c'est Bernard Lahire qui en parle beaucoup dans son livre Les structures fondamentales des sociétés humaines, dans laquelle il voit, enfin, dont il tire un certain nombre de conclusions sur la tendance à la domination, par exemple, chez les humains. Eh bien, il nous semble aussi aller dans le même sens que la répartition des risques, et il nous semble même que c'est quelque chose c'est un facteur très important dans l'évolution de notre espèce, parce que c'est cette altricialité, le fait que l'enfant se forme non pas à l'intérieur de la matrice maternelle, mais à l'extérieur, au contact d'autrui, qui permet la grande plasticité de notre cerveau, et donc nos capacités d'apprentissage, nos capacités d'accumulation culturelle. Et il nous semble que la répartition des risques est aussi quelque chose qui a permis cette plasticité, parce que c'est en mettant les femmes à l'abri avec les enfants qu'on a pu assurer cette longue maturation des enfants à l'extérieur du corps maternel. D'accord. Alors Nicolas, comment on modélise ça comme ça, simplement expliqué? Oui, ouais, c'est assez simple en fait. Ce qu'on a considéré, c'est que pour chaque génération, il y avait un certain nombre de risques qui allaient allouer une perte de reproduction, donc sur le groupe. Donc, par exemple, il y aura 5% par génération. Et donc, cette perte, on va la répartir soit sur les mâles, soit sur les femelles, en fonction des cultures des groupes. Et donc, on va pouvoir faire et donc, à chaque fois, quand ce sont les mâles qui assument ces 5%, finalement, la reproduction du groupe n'est pas menacée. Et quand ce sont les femelles qui assume ces 5%, on va perdre 5% d'enfants dans la génération d'après. Et donc, c'est des modulations assez simples. Et donc, on regarde génération après génération, quel est l'impact. Et donc, petit à petit, les courbes qui donnent l'évolution des populations avec risque masculin ou risque féminin s'écartent les unes les autres. Et ça va très rapidement, en fait. Et donc, en plus, je vous encourage à lire le livre, parce que quand on fait des présentations, finalement, on ne parle pas du quart de ce qui est dans le livre. Ensuite,
on a regardé si ces cultures, si ces risques, etc., pouvaient évoluer d'une génération sur l'autre pour voir la robustesse en fait de ce genre de modèle. Et quelles que soient les variations d'une génération sur l'autre, on voit que le fait de systématiquement donner les risques aux hommes plutôt qu'aux femmes favorise très largement la reproduction du groupe. Vera, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire que parfois on nous oppose. Enfin, c'est pas facile de résumer très rapidement ce qu'on entend par risque, parce que parfois on nous oppose l'existence de nombreux autres risques. Les femmes prennent des risques dans les accouchements, par exemple, et puis tout le monde prend des risques, je sais pas, climatiques ou de disette ou de famine, etc. C'est absolument exact. Et les sociétés préhistoriques étaient évidemment exposées à un volume de risques incomparable avec les nôtres. Nous nous intéressons à ce qu'on appelle les risques arbitrables. Donc, on peut en fait diviser les risques en deux catégories. Des risques sur lesquels le groupe n'a aucune prise. Il n'a pas prise sur le virus qui va arriver et circuler à l'intérieur du groupe, surtout durant la préhistoire, évidemment. Aujourd'hui, on peut faire un confinement, mettre tout le temps, ou inventer un vaccin. À l'époque, ce n'était pas possible. Donc, il y a des risques, ou le risque de disette lié à un manque de gibier, ou un risque, etc. L'accouchement et le risque d'accouchement, qui n'était pas non plus arbitrable, ou très très peu. On pouvait se débrouiller plus ou moins bien, mais les connaissances étaient quand même limitées, les capacités médicales étaient très limitées. Donc ces risques non arbitrables qui posent déjà, dès le départ, une espèce de tribu en termes qui prélève un certain taux de mort dans cette société, hommes et femmes. À ces risques-là viennent s'ajouter d'autres risques que la société, pour le coup, peut répartir d'une manière ou d'une autre. Et la répartition de ces risques est fonction de l'organisation sociale du groupe. Ce sont des risques qui sont liés aux activités extractives de ressources. Qui va s'occuper de quoi pour vivre ? Pour vivre, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se chauffer, on a besoin de s'habiller, etc. Et ces différentes activités, et de se défendre également contre des prédateurs ou contre des groupes rivaux, etc. Ces risques, ces activités n'emportent pas les mêmes risques. On peut les classer des plus dangereuses aux moins dangereuses. Et le groupe peut, à chaque génération, décider comment il répartit ses risques, à qui il confie ses risques. Et ce qu'on essaie de montrer, ce n'est pas que les groupes auraient décidé, dans un conclave, dans une décision nous allons confier ces risques aux hommes, parce que nous avons vu les modélisations de Vera Nikolsky et Nicolas Pichoff, et nous savons qu'à 100 générations, ça va affecter notre survie démographique. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est la simple résultante qui nous intéresse. S'il y a eu des groupes qui ont réparti les risques différemment, leur population a décliné, et donc leur culture elle-même n'a pas pu se transmettre aux générations suivantes. Soit ils ont disparu, soit ils ont été absorbés par des groupes plus dynamiques, soit ils ont imité les groupes plus dynamiques en entrant en contact de cette organisation différente. En revanche, les groupes qui ont plutôt confié les risques aux hommes, les activités les plus risquées aux hommes, c'est-à-dire la chasse, c'est-à-dire la guerre, la défense, mais aussi les travaux de force, les travaux liés à des travaux accidentogènes, on pourrait dire, la pierre, le métal en fusion par la suite, barbecue. etc. Le barbecue. Également. Eh bien, ces groupes ont eu un taux de reproduction supérieur, donc ils ont prospéré démographiquement, donc leur culture a prospéré avec eux et s'est transmise aux générations qui suivaient. Bien, par le barbecue, un petit salut à Sandrine Rousseau. Oui. Frédéric, tu enchaînes ? Oui, vous employez le terme de loi dans votre livre, et c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude, moi je suis sociologue au CNRS, dire qu'on a des ambitions nomologiques, c'est-à-dire de faire des lois, c'est devenu presque une insulte, puisque tout est construit, tout est labile, donc tout est arbitraire, voilà. Comment vous abordez cette idée de loi qui fait que finalement la vie d'une femme vaut plus que la vie d'un homme dans ces temps reculés ? De manière générale, en ce qui me concerne, moi, étant des sciences dures, je n'ai aucun problème avec les lois, en fait, et même les compositions des lois. Et la composition des lois permet de temps en temps, une loi ne permet pas d'expliquer une expérience particulière, mais la composition peut le faire. Donc moi, je n'ai eu aucun problème par rapport à ça. Alors, ensuite, on retrouve ces notions de loi dans le livre de Bernard Lahire. Oui. Moi, quand j'ai lu le livre, en fait, parce que je l'ai lu, j'ai été surpris finalement d'apprendre qu'il y avait des réticences par rapport à ça. Parce que pour moi, ça me paraissait quelque chose d'assez normal de chercher la régularité.
et finalement de ne pas se faire noyer par la diversité et d'essayer de chercher à travers cette diversité, même la régularité, le fait que une expérience, une situation, peut-être la composition finalement de plusieurs lois, et je décompose mon monde en un certain nombre de lois qui sont plus ou moins présentes et plus ou moins actives dans une situation donnée. Et donc nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à une loi, mais qui est la loi simple, c'est la reproduction tout simplement. On a vraiment, c'est très très parcimonieux comme hypothèse. La loi de la reproduction et le fait que pour qu'une espèce survive, il faut qu'elle ait plus d'enfants, ou au moins autant que la génération d'avant. C'est une loi vraiment de base. Et puis c'est à travers l'analyse de cette loi-là et des conditions d'application de cette loi qu'on en est arrivé à ces résultats. On rebondira peut-être après sur le fait que peut-être que les conditions d'application de cette loi n'existent plus, et donc les résultats peuvent changer. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Nicolas. Sinon, peut-être du côté des sciences sociales, regretter avec vous également que cette ambition initiale de la sociologie, parce qu'elle était présente à la naissance de la sociologie, Durkheim, etc., c'était des gens qui cherchaient à expliquer des régularités des sociétés et non pas des cas particuliers. Justement, Durkheim expliquait qu'une exception, un cas individuel ne fait pas loi. Et contre cette ambition initiale, la sociologie s'est beaucoup repliée effectivement dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les pays anglo-saxons puis aussi en France, sur une certaine tendance au monographisme, à des études de cas particuliers, à toujours chercher le point compréhensif des acteurs, les subjectivités, etc., qui sont intéressantes. La sociologie interactionniste et autres, j'adore. Oui. Puis on ne peut pas s'en passer. C'est le niveau fin de l'analyse, etc. Mais ça n'annule pas le niveau macro où on peut chercher effectivement ces régularités. Alors, il y a un aspect politique dans ce désintérêt, dans cet abandon de cette ambition qui est lié à la crainte qu'en acceptant cette approche, qu'en s'intéressant aux régularités, on ne sombre dans le déterminisme total et qu'on explique que l'être humain n'a aucune liberté, qu'il n'a aucune autonomie, aucun libre arbitre, ce qui semble s'opposer au projet émancipateur, au projet progressiste. Donc c'est souvent lié à cette crainte, ce qui me semble tout à fait infondé, parce que j'ai cité tout à l'heure la Hegel, qui explique que c'est précisément en comprenant ces lois qu'on peut s'en affranchir mieux, et pas en décrétant qu'elles n'existent pas. Christophe Darmangeat, avec qui on a fait récemment un entretien croisé, a eu un très joli mot de conclusion en disant « Si on ne comprend pas les lois de l'aérodynamique, on ne peut pas faire voler d'avion. Ce n'est pas en agitant des ailes et en disant ça va voler que ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on comprend pourquoi on tombe. Oui. Donc c'est un peu la même idée. Et donc voilà, effectivement, nous, on a cherché de comprendre pourquoi il y a eu cette régularité-là qui a tellement joué dans notre histoire, de façon universelle et partout, ce qui est quand même un phénomène très mystérieux, qui demande une explication forte, et pourquoi cette division des tâches, qui est liée à la division des risques, était pour notre espèce, pendant le gros de son histoire, ce qu'on peut appeler une stratégie évolutive stable. C'est le terme utilisé par le biologiste John Maynard Smith et qui définit ces trajectoires qui sont toujours gagnantes pour une espèce dans son adaptation à l'environnement. Alors, vous montrez que finalement, le processus d'égalisation homme-femme est récent. Il a 2 ou 3 siècles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, effectivement, sur des bases matérialistes, ce qui permet en quelque sorte d'assurer de plus en plus d'égalité entre les hommes et les femmes? Alors, je ne sais pas si je dois répondre, parce qu'on va aussi traiter de Féminicène, j'imagine, de ce qui a été énoncé dans Féminicène. Oui, pour nous... réellement, ce qui drive les conditions de cette loi, c'est le risque que l'on prend. Et le risque que l'on prend, on est dans des sociétés maintenant où, quand on part au travail, on a peu de chances de ne pas en revenir. Quand on regarde les accidents du travail dans une société telle que la France, c'est quelques centaines de personnes. Donc ça représente finalement par an. C'est quand même pas mal. Oui, mais ça représente exactement. Et on travaille dessus pour améliorer. Et c'est quelque chose qui importe énormément pour l'espèce humaine. Mais finalement, ça ne commence à ne plus jouer de rôle important. Surtout que dans nos simulations, on voit que 5% de pertes se voient en 10 ou 15 générations. Maintenant, 5 pour 1000 ou 5 pour 10 000, il va falloir des centaines de générations. Donc on est sur un changement qui de toute manière date depuis
quelques générations, et on aura beaucoup d'occasions de changer d'ici là pour que ce phénomène ne se voit pas. Donc, et pourtant, il nous reste des reliquats. C'est-à-dire que si on regarde les différents, la séparation genrée entre les différents métiers, on peut déceler, en regardant la liste, on peut déceler le fait que, à la fois qu'il y a un risque particulier, ou peut-être qu'il y avait avant un risque sur ce métier-là, et aussi la contrainte physique. Mais la contrainte physique pèse aussi sur les corps, à un moment donné. Donc, même si on peut ne pas en mourir tout de suite, ça peut porter un risque sur nos conditions de vie. Donc voilà, on s'est intéressé à cet aspect-là. Les autres aspects de la modernité sur l'égalité des hommes et des femmes, je pense que je vais laisser Vera continuer, si elle veut. Oui, toute loi est relative aux conditions. À ces conditions de validité, on va dire. Elle est valide dans tel ou tel intervalle de conditions. Et effectivement, cette loi de la loi démographique de la division sexuelle du risque, elle vaut pour des sociétés où les risques arbitrables existent, où il y a une grosse partie de activités extractives présente des risques importants, et donc il y a un effet démographique. Aujourd'hui, où cette part est réduite, cette loi en tant que telle, c'est pas qu'elle a disparu, mais ces conditions de validité ne sont plus présentes. Donc, et rien n'empêche aujourd'hui la mixité des occupations, l'investissement des femmes dans absolument toutes les sphères du travail productif, etc. Alors ça, c'est effectivement la conclusion des Amazones. Et alors dans Féminicène, j'avais mis en avant toute une série d'autres facteurs qui sont en fait concomitants et complètement, qui vont dans le même sens et dans le même mouvement, et qui sont d'ailleurs tous dus au même facteur, qui est ce facteur de l'industrialisation de nos sociétés et de l'extension de l'infrastructure matérielle qui nous assure des conditions d'existence qui n'ont plus rien à voir avec celles de nos ancêtres. Les esclaves énergétiques. Absolument, qui reposent sur l'existence d'esclaves énergétiques, c'est le terme de Jean-Marc Jancovici, lié au recours massif à l'énergie, qui a été démultiplié à partir de la révolution industrielle et qui ne cesse d'augmenter. L'utilisation de l'énergie par tête ne cesse d'augmenter. Donc aujourd'hui, il a calculé que nous utilisons tous quelques centaines d'esclaves énergétiques, d'équivalents esclaves, ce qui aurait représenté des esclaves dans les sociétés antérieures, qui nous assurent une protection face aux aléas naturels, notamment le froid, la soif, la faim, etc., la maladie même, n'est-ce pas, et toutes les retombées du progrès matériel. Et pour les femmes, ces retombées sont particulièrement importantes, notamment, alors il y a la diminution du facteur de la force physique, mais c'est pas du tout le principal, à mon sens. Le facteur principal, à mon sens, à côté de ce facteur démographique qui disparaît, c'est le fait que ces changements matériels dégagent du temps. Elles dégagent du temps pour la vie des femmes dans chacune de leurs journées, parce que la quantité de temps qu'il faut investir dans les travaux domestiques se réduit à la portion congrue. Avant, c'était des tâches qui occupaient une vie. Et deuxièmement, le temps des femmes augmente également sur l'ensemble de leur biographie à cause de la diminution de la natalité. Les femmes font beaucoup moins d'enfants que par le passé, où cette procréation accaparait une grande partie de leur existence, et elles font moins d'enfants aussi parce que la mortalité infantile baisse, donc les enfants arrêtent de mourir. Et si la mortalité infantile baisse, c'est aussi grâce aux retombées du progrès technique et médical. Alors c'est paradoxal finalement, puisque quand on écoute les néo-féministes, on a l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Que les inégalités perdurent, voire s'aggravent. Comment vous expliquez ce paradoxe Je crois que vous prenez l'exemple du chercheur Ted Gurr qui parle de frustration relative, qu'on appelle aussi le paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire que plus l'égalité progresse, plus les inégalités restantes deviennent insupportables. Oui, tout à fait. C'est un phénomène très classique qui ne joue pas uniquement dans ce domaine, mais dans beaucoup de domaines, et qui est un phénomène plutôt normal. Pour s'opposer à des inégalités, il faut déjà prendre conscience de l'existence, de leur anormalité. Aujourd'hui, l'égalité devient la norme. Elle est valorisée, elle est promue comme idéal à atteindre, comme quelque chose pour lequel il faut se battre. Donc, il est normal de faire de plus en plus attention aux inégalités restantes au fur et à mesure qu'on progresse dans l'égalité. Après, quand ça prend des formes très antagonistes, c'est dommage, notamment parce que ça provoque aussi des réactions inverses. Donc action-réaction, exactement. Voilà, dans une espèce d'échange de ping-pong un peu excessif parfois, et probablement contre-productif surtout.
Mais on voit... Excuse-moi, parce que le temps tourne, moi j'aurais une question à vous poser sur les risques actuels, justement, parce que vous abordez dans les textes que j'ai lus, pour l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que est-ce que les crises économiques, qui sont peut-être devant nous, écologiques, politiques, etc., sont pas le plus grand risque aujourd'hui pour les femmes ? Alors ça, c'était vraiment la conclusion de Féminicène, effectivement. C'est le livre je conclus là-dessus, en miroir, puisque la réduction des risques, bon ça c'est plutôt les Amazones, et puis l'extension de cette infrastructure technologique et du confort matériel, c'est quelque chose qui dégage de l'autonomie pour les femmes, qui assure les conditions de l'égalisation entre les hommes et les femmes. Inversement, en miroir, la dégradation des conditions matérielles me semble être la principale menace qui pèse sur cette égalité, bien plus importante encore que les remises en question idéologiques ou religieuses, qui peuvent bien sûr jouer, mais qui sont réversibles à chaque moment T, si les conditions matérielles restent les mêmes. En revanche, si les conditions se dégradent sensiblement, eh bien, c'est, comme je le dis souvent, tout le périmètre des options qui se déplace vers le moins bien. Et effectivement, ça peut éventuellement nous menacer en cas de crise grave au niveau de la matérialité de nos sociétés. Et de façon très, très brève, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, vous faites une remarque sur Tsahal, où finalement on retrouve cette loi. C'est-à-dire que la mortalité, je crois, au début, après le 7 octobre, c'est 12,6% des pertes féminines, et on arrive avec le temps, plus le temps passe, à, je sais plus, 0,16 0,6, quelque chose comme ça. 0,6%. En fait, c'était juste pour moi. Alors, on nous reparle souvent de cet exemple. C'était vraiment un exemple. On aurait pu prendre l'Ukraine, mais on n'avait pas les chiffres. C'est vraiment un exemple pour montrer que, encore maintenant, finalement, on a des réflexes. Si vous allez sur le site de Tsahal, vous allez voir qu'il valorise la parité dans l'armée. C'est vraiment à toutes les sauces. Il y a des journées, des commémorations, etc. Mais qu'effectivement, dans les faits, quand il s'agit d'aller combattre, on a encore des reliquats. Alors, ces reliquats sont gravés dans nos cultures, peut-être aussi gravés dans nos biologies. Donc, on n'en a pas abordé, mais dans le fait que pendant des générations, enfin des centaines ou des milliers de générations, les hommes et les femmes ont dû suivre un rythme différent, il est possible, enfin c'est notre hypothèse, que ça soit aussi gravé dans nos biologies, voire nos psychologies, et ce reliquat-là va peser pendant encore un certain temps. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose qui explique les difficultés et les échanges de mon oiseau pour ceux qui veulent tout de suite une émancipation rapide, et puis ceux qui ressentent aussi dans leur biologie finalement qu'il y a encore des contraintes qui sont gravées, mais qui vont évoluer au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça va exactement dans le même sens, c'est-à-dire que toute dégradation des conditions matérielles entraîne aussi une élévation de la dangerosité dans l'environnement, et c'est vrai que dès que le risque revient, on voit cette division qui ressurgit très vite. Bien, écoutez, c'est passionnant, on va vous remercier, Vera et Nicolas. Alors, on peut retrouver vos livres, bien sûr, Féminicène, Les Amazones n'existent pas, chez Fayard, si je me trompe pas. On peut aussi retrouver Respublica, donc l'interview que vous nous aviez donnée, Vera, et puis la recension faite par Frédéric. Donc, merci à Frédéric, merci à Bernard pour ta présence aussi, et merci à Franck qui gère mes angoisses et le temps de l'émission. Merci à vous pour vos questions. Merci.